Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la nouvelle rubrique Brutal Hammer, une rubrique où il va être question d'aborder une unité en particulier ou plus communément une famille d'unités très fortes, des unités qu'on remarque fort sur le champ de bataille, des unités brutales. Donc Brutal Hammer, c'est parti et on inaugure cette nouvelle rubrique avec les châssis Dreadnought Primaris. Donc le châssis Dreadnought Primaris dont la première incarnation a été le Dreadnought Redemptor sous une forme easy to build, donc un châssis assez monolithique où il n'y avait pas de choix d'armes, il y avait même des options d'armement en moins. À vrai dire, ce premier kit, de mémoire, je ne sais même plus dans quelle boîte il est apparu, mais peu importe, désormais, nous avons toute une petite famille de Dreadnought Primaris, et donc on peut largement varier les plaisirs à ce sujet. Donc parlons un petit peu du kit en lui-même. Bon, franchement, ce sont des figurines énormes, ce sont des figurines qu'on voit fort sur le champ de bataille. Le changement d'échelle par rapport aux anciennes gammes de Dreadnought va quasiment du simple au double. Les Dreadnought Space Marine sont devenus d'énormes machines de guerre et c'est bien pour ça qu'on les aime. Donc le kit plastique, il est très bien fichu, quelle que soit la variante que vous allez choisir. Et on a pas mal de possibilités de modularité et de pose, notamment par l'assemblage des jambes. Donc l'assemblage des jambes, s'articule au cours d'un petit système d'encoche. Donc vous pouvez très bien vous contenter de ça, mais si vous voulez faire des poses un peu plus originales, un peu plus exotiques, vous allez pouvoir jouer un peu de la tronçonneuse pour vous défaire de ce système d'encoche et avoir quelque chose d'absolument libre au niveau des hanches du Dreadnought, au niveau de ses genoux. Vous allez pouvoir faire des poses beaucoup plus expressives. Donc moi, à ce titre, j'ai un Dreadnought en train de sprinter, j'en ai un autre complètement, on va dire, monolithique, vraiment bien campé sur ses jambes, et un autre où je me suis un peu foiré. Ça a été, ça a été mon premier gros châssis plastique à assembler lorsque j'ai repris le hobby en 2019, et du résultat, mon Dreadnought Redemptor a un peu une pose façon chanteur de Starmania. J'aurais voulu être Primaris pour pouvoir tuer du Xénon. C'est-à-dire qu'il a le poing levé aux cieux, il a les jambes surélevées, enfin, il est assez particulier, mon premier Dreadnought, mais je l'aime beaucoup néanmoins. Donc le kit, globalement, vraiment très bien fichu, on peut largement varier les plaisirs, faire un Dreadnought en train de courir, c'est possible. Naturellement, pour varier les poses, vous allez pouvoir articuler vos figurines autour de petits socles scéniques, c'est-à-dire le simple fait de mettre une des deux jambes un peu surélevée par rapport à l'autre, ça va vous permettre un peu de varier les poses. Donc tout est possible à ce niveau, mais gardez à l'esprit néanmoins que l'assemblage d'un Dreadnought Primaris, ce n'est pas une mince affaire. On peut partir sur une bonne journée de modélisme en général, dès lors qu'on veuille avoir une pose un peu plus originale que le sempiternel, 2 pieds bien posés par terre, les armes pointées en avant et on tire. Voilà, si vous n'en faites qu'un seul, vous pouvez très bien vous contenter de ça, mais si vous en avez plusieurs, et clairement des Dreadnought Primaris, on a envie d'en avoir plusieurs, on a envie d'en jouer plusieurs, et donc on va avoir envie de varier les poses au maximum. Donc n'hésitez pas à vous lâcher à ce sujet, n'hésitez pas à bosser un petit peu le concept en amont, c'est-à-dire de ne pas tout assembler à la va-vite et de voir, d'articuler quelque part les petites mécaniques en plastique qui vont vous permettre d'avoir une pose cohérente, parce qu'il y a vraiment moyen de foirer la pose
s'impose de son Dreadnought dès lors qu'on veuille faire un petit peu d'original. Et puisqu'on parle un peu de modularité et de modélisme, eh bien, je ne puis que attirer votre regard sur les différents petits kits de conversion qui existent pour ces châssis-là. Honnêtement, ils sont nombreux. On a des kits de conversion complets, donc suivant généralement un chapitre en particulier, qui vont vous offrir des plaques d'armure différentes, des petits morceaux de blindage différents, tant et si bien, qu'on peut avoir un Dreadnought Primaris complètement custom, complètement habillé avec quelque part les ornements liés à son chapitre, et donc vous en trouverez absolument partout, que ce soit du Blood Angel, absolument tous les chapitres ont eu droit à des kits de conversion Dreadnought. Donc les stars entre guillemets de ce milieu-là, dont vous trouverez chez Grey Tide Studio pas mal de kits de conversion, que ce soit Black Templar, Dark Angel, Space Wolves, ils sont tous réellement excellents. Certaines factions ont même droit à 2 kits de conversion complets. Donc si vous jouez Dark Angel et que vous avez 2 Dreadnoughts, vous pourrez avoir 2 Dreadnoughts custom entièrement différents. On en trouve également des excellents de ces kits chez Liber Daemonica. Donc Liber Daemonica qui est un imprimeur 3D mais de très très haute qualité. On va pas se mentir, c'est un peu des produits de luxe. Et donc, eux, des kits de conversion Dreadnought, ils en ont fait plein, que ce soit pour les Redemptors, mais même pour les Léviathans, pour les Contemptors. Donc là, que l'on joue à 40k ou à Horus Heresy, le choix est large. Et encore une fois, vous pourrez avoir au sein de votre armée 2 Dreadnought Primaris radicalement différents. Et on trouve également pêle-mêle, donc là, il suffit un peu de fouiller sur Cults 3D ou My Mini Factory, ce genre de site un peu annuaire de vente de STL en ligne, vous trouverez pléthore de kits de conversion Dreadnought, donc à des degrés de qualité bien évidemment assez variables. Mais en tout cas, pour les stars du milieu, restez-en à Grey Tide et Liber Daemonica, qui sont vraiment des kits premium, avec une résine d'une qualité qui franchement commence à se rapprocher très très fort du plastique Citadel. Donc ça, on peut quand même saluer la prouesse technique qui est de faire de la résine un matériau complètement sexy, facilement découpable, facilement nettoyable. On n'est pas encore au niveau du plastique et au niveau du confort qu'il offre naturellement, mais la science va de l'avant à ce sujet et de plus en plus vous trouvez des revendeurs, donc des revendeurs de figurines qui vous proposent des kits en résine d'une qualité absolument faramineuse. Donc là aussi, les noms sont connus. C'est un milieu qui a quand même pas mal de petites stars. Donc que ce soit chez Wargame Exclusive, chez Artel Miniatures. En France, on a plusieurs sites de vente de figurines imprimées comme French Forge 3D qui est vraiment excellent. Bref, le choix est large, et y compris en termes de kits de conversion pour blindés. Et j'avoue que c'est vrai que le Dreadnought Primaris s'offre tout à fait bien à cet exercice-là. Parce que dès lors que vous allez en avoir plusieurs, mine de rien, vous aurez quand même des Dreadnoughts très similaires de l'un à l'autre, avec des grandes plaques de blindage vides. Donc, je trouve que ça vaut le coup de se faire quelques conversions sur ces châssis-là. Moi, j'en ai pas mal, des Dreadnoughts. Vous pourrez les trouver sur la page peinture, sur Brother Maxou Painting, sur Instagram. Donc, j'en ai pas mal des Dreadnoughts. J'ai 2 Contemptors, j'ai un Léviathan, j'ai 2 Redemptors, j'ai un Brutalis, j'ai un Ballistus. Enfin, il y en a absolument partout. Et à mon humble échelle, j'ai quand même essayé de faire en sorte qu'ils soient tous radicalement différents. Et donc mon dernier en date qui est un Brutalis, j'ai utilisé un kit de conversion réalisé par V-Beats Miniatures, donc qui fait du Blood Angel et du Dark Angel principalement. Je crois qu'il fait un petit peu de Black Templar également. Et donc chez lui, vous trouverez des kits de conversion pour tous les types de Dreadnought, principalement en Blood et en Dark Angel. Donc je ne peux que vous inviter à aller jeter un œil sur ce qu'il fait, V-Beats Miniatures. C'est très chouette. On est
pas du tout au niveau de qualité qu'il y a chez Greytide ou chez Liber Daemonica, mais ça reste néanmoins très correct. C'est juste que les pièces en résine vont vous demander un peu plus d'efforts en termes de ponçage, en termes de nettoyage. Donc ça, c'est toujours un sale moment à passer, mais une fois que c'est fait, eh bien, on se retrouve avec un Dreadnought qui en a dans le froc. Donc abordons maintenant la chose du côté des règles. Et donc dans un premier temps, on peut s'attarder sur ce qui est le châssis général du Dreadnought Primaris, parce que d'une variante à l'autre, le profil global sera le même. Donc on est sur un châssis qui regroupe 12 points de vie, endurance 10 avec une sauvegarde à 2. Donc les 12 points de vie, très bien. L'endurance 10, eh bien là on se situe vraiment entre le véhicule léger et le véhicule lourd. Donc le cap d'endurance pour les véhicules lourds, il sera plutôt à une endurance de 12, ce qui permettra à un canon laser de le blesser sur du 4. Donc le cap des gros véhicules, c'est clairement celui-là. Les véhicules légers, on les retrouve plus souvent à endurance 7, 8, 9. Ici, on est quand même au-dessus. Donc ce qui veut dire que un canon laser va vous blesser sur du 3, mais un fuseur, même à courte portée, ne va vous blesser que sur du 5. Donc c'est un cap assez intéressant. Pour tuer un Dreadnought Primaris, il va falloir choisir ses armes avec soin. Et même en cas de pénétration d'un tir de calibre très lourd, du genre canon laser ou lance de lumière ou équivalent, il nous reste quand même une sauvegarde à 2. Et une sauvegarde à 2 sur des blindés, eh bien c'est extrêmement précieux, car ce Dreadnought Primaris, vous allez quand même vous arranger à favoriser les lignes de vue partielles. Il va tout simplement falloir le faire progresser de couvert en couvert. Vous vous mettez toujours derrière un petit arbuste, un petit bidon. Bref, essayez au maximum de n'offrir à votre adversaire que des lignes de vue partielles. Avec le nouveau système de couvert de Warhammer 40 000 en V10, ce sera chose à peu près facile. Donc une sauvegarde à 2 à couvert, vous serez à 1+, tant et si bien que vous faire cartonner à coups de canon laser vous offrira quand même une save à 4. Donc ici, on est quand même sur un châssis assez durable. C'est du costaud. En cas de tir vraiment nourri naturellement, ça va lui faire un petit peu peur, mais franchement, on est quand même sur un châssis costaud entre le véhicule léger et entre le véhicule lourd, mais néanmoins avec un excellent jet de sauvegarde à chaque fois. Il y a peu d'armes finalement qui vont vous faire aller jusqu'à la save à 5. Et ça, c'est tant mieux. Autrement, ce petit mec a un mouvement de 8, donc ce qui est vraiment pas mal pour un dread. On a, chez d'autres factions, on a des dreads qui ne se déplacent qu'à 6, par exemple. Lui, bah voilà, il a des grandes jambes, donc il se déplace à 8. Et il a un contrôle d'objectif de 4. Donc le contrôle d'objectif de 4, c'est quand même pas rien. Moi, j'aime bien jouer, par exemple, mes Dreadnoughts accompagnés de petites unités. Par exemple, en Blood Angel, mes 2 Dreadnoughts Redemptor sont chacun accompagnés d'une petite troupe d'un cursor qui va lui permettre de mieux toucher grâce à leur habileté de ciblage. Et bah, quelque part, on peut se retrouver assez souvent avec, eh bien, sur le même objectif, un Dreadnought et 5 petits mecs à OC1. Donc ça va être tout à fait délicat à dégager pour l'adversaire. Donc votre Dreadnought, eh bien, vous allez vous en servir quelque part pour screener vos troupes, ou inversement, vous pouvez screener vos Dreadnoughts avec des troupes pas très chères. Par exemple, on pense également à des scouts Space Marine. Donc voilà, jouer ces Dreadnoughts accompagnés, c'est toujours assez sympa. Et naturellement, des Dreadnoughts, eh bien, on va avoir envie d'en jouer plusieurs. Si vous n'en jouez qu'un, eh bien, l'adversaire, généralement chez l'adversaire, il va tout le temps cibler ce qu'il y a de plus gros. Et votre Dreadnought Redemptor, si vous le jouez seul, eh bien naturellement, il va s'attirer les faveurs de votre adversaire qui va mettre tous ses tirs dessus. Donc pour vraiment rendre ces châssis-là impactants, c'est toujours sympa de les jouer en doublette, voire carrément en triplette. Et parmi cette triplette, eh bien, on va pouvoir varier les plaisirs, car c'est ce qu'on va aborder maintenant. Il y a plusieurs variantes de ce châssis. Une variante tir, une variante corps à corps et une variante un peu à tout faire. Parlons de celui-ci
en premier. La variante à tout faire, eh bien, c'est la première apparition historique de ce châssis, c'est le Redemptor. Donc le châssis Dreadnought Redemptor, c'est même à l'heure actuelle, c'est encore franchement une star des champs de bataille. Il est absolument excellent. Donc il partage le châssis dont je vous ai parlé avant et son habileté à lui, eh bien, ça va être Duty Eternal, donc devoir éternel. À chaque fois que vous vous faites cibler, au tir ou au corps à corps, peu importe, vous allez appliquer une réduction des dégâts de 1. Donc la réduction des dégâts de 1, c'est réellement très précieux. Je vous l'ai dit, ce châssis de base est quand même dans la famille châssis durable. Il peut très bien, avec un peu de chance, traverser une partie entière, mais la réduction des dégâts de 1, eh bien, ça le rend à peu près invincible face à certains types d'armes. Typiquement, vous vous faites charger par des gros Terminators qui font mal, qui cognent à dégâts 2, eh bien, ce dégât 2, vous brisez complètement sa statistique. Donc l'adversaire, face à cela, il va se dire « Ok, lui, si je veux le fumer, il faut que j'envoie du très lourd dessus. » Donc il va envoyer principalement ses profils d'armes façon canon laser, lance des ténèbres, etc. Donc du profil d'armes qui fait des jets de dégâts souvent de D6 plus 1, voire de D6 plus 2. Donc par exemple, un canon laser du chaos en face de vous, son D6 plus 1, vous allez le transformer en D6. Et là, bien heureusement pour vous, un jet de dégâts de D6, c'est très variable et on n'est pas à l'abri d'un petit 1 ou d'un petit 2, donc un énorme P foireux en termes de létalité anti-char. Donc ce Dreadnought Redemptor, son châssis costaud plus sa réduction des dégâts de 1, eh bien, il est absolument parfait. Si vous parvenez quelque part à le jeter dans la mêlée face à de l'élite adverse qui sature par exemple à dégâts 2, eh bien, cette élite adverse, elle va avoir tout le mal du monde à se désengluer d'un corps à corps avec votre Redemptor. Parce qu'elle ne va faire de l'attrition qu'à dégâts 1. Elle va de plus avoir du mal à vous blesser parce que l'endurance 10, il y a peu d'infanterie, même parmi l'infanterie lourde, qui soit capable de faire des bons jets de blesse là-dessus. Au mieux, ce sera du 5. Donc méfiez-vous quand même s'ils ont accès à du plus 1 bless, s'ils ont accès, comme certaines troupes, à du reroll bless dès lors qu'on se trouve sur un objectif. Mais donc, pour moi, le Redemptor, sa cible de rêve, c'est ça, c'est l'infanterie lourde ennemie. Dès lors qu'on va le mettre au milieu, eh bien, cette infanterie lourde va se faire engluer et vous ne lui laisserez peut-être pas d'autre choix que de battre en retraite pour mettre face à votre châssis Dreadnought une cible plus adaptée. Donc, très bon. Très bon. Finalement, ce Redemptor, il est excellent. Dès lors qu'il est engagé au corps à corps, naturellement, il va pouvoir tirer avec son petit bonus, enfin avec son petit malus de moins 1 hit, naturellement. Et du coup, eh bien, parlons un petit peu des armes de tir. Donc, il va y avoir à peu près 2 choix qui s'offrent à vous. C'est d'avoir un Redemptor anti-élite ou d'avoir un Redemptor un peu anti-masse, c'est-à-dire anti-infanterie. Donc, dans sa variante anti-infanterie, eh bien, on va pouvoir lui mettre un bon vieux, enfin, une bonne vieille Gatling, le Heavy Onslaught Gatling Cannon, qui nous fait, eh bien, c'est un profil de Gatling tout à fait standard, c'est que on sature à 12 tirs et on blesse à force 6, mais avec une PA 0. Cependant, comme toutes les Gatling du jeu, vous avez accès à une petite Devastating Wounds. Donc le Devastating Wounds, sur ce genre de profil où finalement on n'a pas accès à une reroll des blesses, ça va être assez anecdotique. Dans le meilleur des cas, vous allez faire 2-3 blessures mortelles. Mais bon, on n'est vraiment pas sur quelque chose de faramineux. Mais eh bien, vous pouvez lui ajouter une petite Gatling qui sera adaptée sur son point de combat cette fois. Donc c'est le même profil, mais seulement avec une force 5 et 8 tirs au lieu de 12. Mais on a encore le Devastating Wounds. Donc au total, ça nous fait quand même 20 tirs
d'anti-infanterie qui vont blesser facilement en fait tout ce qui est une chips de l'Eldar, vous allez le blesser sur du 2, ça va être fastoche comme tout, et la PA 0 évidemment vous encourage à ne cibler que des adversaires peu protégés pour vraiment être bien impactant. Donc ce Dreadnought full ratata, il est quand même pas mal. Vous lui ajoutez son petit Storm Bolter jumelé, donc il fait 2 tirs avec une reroll des blesses, et en petite guise de cerise sur le gâteau, vous avez cette petite nacelle lance-missile, donc la nacelle de lance-missile Icarus, qui a bien été EP finalement depuis la V9, car c'est devenu une vraie arme anti-aérodine et plus globalement anti tous ceux qui volent. Donc vous avez des 3 tirs de force 8, anti-fly 2. Donc vous allez blesser sur du 2 tout ce qui vole, donc ça c'est assez précieux quand on s'attaque à des mecs à réacteur dorsal par exemple, et dégâts 2. Donc là, avec un peu de bol, vous fumez 3 Avox, par exemple, vous fumez 3 Space Marines qui volent. Donc cette petite arme supplémentaire, elle est toujours anecdotique, mais néanmoins, elle est très sympa, hein. Quand il y a un petit land speeder qui traîne quelque part avec 2 PV restants, vous allez pouvoir être content de tenter votre chance avec ça. Donc voilà, première version de ce Dreadnought Redemptor, vraiment en mode anti-infanterie. Donc il n'est équipé d'aucune arme à blast, c'est-à-dire que finalement, toutes ces armes de tir, toutes ces Gatling, il va pouvoir les utiliser au corps à corps, et ça, c'est très cool. Deuxième variante, ça va être la variante anti-élite, avec cette arme célèbre désormais qui est le Macro Plasma Incinerator, qui est cette fois une arme à blast. Donc là, le rôle tactique de votre Dreadnought, il va être un peu différent, c'est qu'une fois qu'il sera engagé au corps à corps, cette arme de destruction massive, vous pouvez faire une croix dessus. Quelque part, c'est bien d'avoir les 2 versions de Dreadnought Redemptor, parce qu'ils ont, à mon sens, des rôles tactiques assez différents. Donc ce Macroplasma Incinerator, parlons-en. Là, on est sur une excellente portée, une portée de 36 pouces. Il va nous faire D6 plus 1 tir à blast. Donc si vous ciblez une énorme enclume de 10 Terminator, ça va se transformer en D6 plus 3. Donc, ma foi, très convenable. Et en profil standard, on est sur de la force 8, PA-3, dégâts 2. Donc là, ça dépend ce que vous ciblez, mais on peut très bien en rester à ce profil-là, dès lors que vous ciblez des choses ayant 2 points de vie. Donc ça, clairement, c'est un excellent tueur de Space Marine, donc de Space Marine du chaos en l'occurrence, même de la Death Guard ou quoi, ça va être très efficace, car vous allez bien blesser. L'ennemi va se retrouver avec une save à 5 ou 6 et c'est du dégât 2, donc à chaque jet de save raté, c'est un Space Marine en moins. Et si on veut pousser le bouchon, on va adopter le profil Supercharge, donc qui transforme cette arme en hasardeuse, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini tous vos tirs, vous lancez un dé sur du 1, vous prenez 3 PV dans la fifouille, donc ça c'est c'est pas cool, hein. Si vous en prenez 1, c'est pas bien grave, mais si vous en prenez 2 dans la même partie, vous diminuez de moitié les points de vie de votre Dread, et ça fait pas plaisir, mais c'est le prix à payer pour avoir une arme vraiment anti-élite, car cette fois, on est toujours à D6 plus 1 tir, force 9, mais là, PA-4, dégâts 3. Donc là, dégâts 3, nous sommes sur du tueur de Terminator, du tueur de Custo, du tueur de Gravis, enfin, tueur de tout ce qui possède 3 PV, ça inclut certaines élites, du genre les élus, les Blade Guard. Il y a pas mal de gens qui ont 3 PV. Donc ce profil d'arme-là, naturellement, il est assez dévastateur. Mais, si vous vous retrouvez au corps à corps, vous faites une croix dessus. Donc voilà, on a vraiment 2 types de Redemptor avec des cibles désignées qui sont différentes. Moi, généralement, je joue les 2. Je n'ai jamais sorti un Redemptor tout seul. À mon sens, ces petits gars-là se jouent par 2 minimum. C'est plus sympa comme ça. On peut très bien même imaginer 2 Dreadnought accompagnés d'un petit Tech Marine. C'est très cool. Mais parlons un petit peu du profil de corps à corps.
corps. Et donc là, c'est absolument sans surprise. Franchement, il y a 90% des Dreadnoughts du jeu qui ont le même profil d'armement au corps à corps. Donc ici, c'est le Redemptor Fist. On a 5 attaques, 2 force 12, PA-2, dégâts 3. Donc là, c'est idem, c'est une machine à écraser du Terminator. Mais eh bien, vous n'avez que 5 attaques. On touche à 3 sur toutes les armes de ce petit père. Donc sur un petit craquage, eh bien, vos 5 attaques, finalement, il y en a peut-être pas tant que ça qui vont passer le cap des dés. Donc, comment rendre votre Redemptor plus impactant au corps à corps? Eh bien, c'est tout simplement, une fois que vous terminez un mouvement de charge, de vous faire un petit stratagème Tank Shock. Donc, il va vous permettre de lancer un gros paquet de dés et de faire, eh bien, en moyenne, généralement, là-dessus, vous allez faire de 4 à 6 blessures mortelles. Donc, quand on additionne de 4 à 6 blessures mortelles plus 5 tatanes de dégâts 3, eh bien, sur quelques G2D heureux, eh bien, vous allez vraiment faire des trous dans les escouades d'infanterie lourde ennemie. Néanmoins, eh bien, on a assez peu de tirs avec ce profil anti-élite, que ce soit avec le plasma ou avec votre poing, ce qui rend le Redemptor Dreadnought eh bien, un peu à l'image des Terminator, assez serment de l'instant dépendant. Naturellement, cette batterie d'armes sous serment de l'instant, elle va devenir réellement très méchante. Et donc cette force 12, en plus, vous permet de blesser très facilement. Ça va être souvent sur du 2. Vous allez blesser eh bien, des énormes Terminators sur du 2. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, le châssis Redemptor Dreadnought, il est franchement bon à tout faire. Il est autant impactant au tir qu'au corps à corps. Mais eh bien, néanmoins, il vaut quand même la bagatelle de 210 points. On va le voir, c'est beaucoup plus cher que les autres variantes. À mon sens, en l'état actuel du jeu, je trouve que c'est même un peu trop cher. Mais eh bien, des Redemptor, on en voit beaucoup eh bien, dans les listes un peu optimisées Space Marine. Je pense que Game Workshop a fait le choix de rendre cette unité un peu trop chère en points, étant donné qu'on la voit partout. D'autant plus que ce châssis, eh bien, même s'il est très bon en l'état, il peut devenir absolument phénoménal dès lors qu'on joue un petit détachement spécialiste blindé. On pense largement au détachement Iron Storm. Un détachement Iron Storm, vous pouvez fumer la bagatelle de 700 points dans une triplette de Dreadnought accompagnée d'un Tech Marine. Eh bien, cette enclume-là, croyez-moi, c'est pas la moitié d'une enclume. Elle va être extrêmement létale et extrêmement difficile pour l'adversaire à enlever parce qu'il y a beaucoup de mécaniques, d'une part pour se protéger et d'autre part pour optimiser ses tirs. On a accès à du lethal hit, on a également accès à réduire à 0 un dégât reçu. Donc si vous recevez un tir de fuseur heureux, eh bien vous pouvez tout simplement l'annuler. Il y a beaucoup de choses à faire avec les Redemptor dans ce détachement et ça peut les rendre vraiment terrifiants. Donc le Redemptor, bon à tout faire, 2 types de profils à choisir. Moi, j'ai envie de dire, jouez les 2. Naturellement, si vous jouez 2 plasmas pour l'adversaire, c'est vraiment une énorme menace, même si on est un peu cantonné à un nombre d'attaques aléatoires, parce que le D6 plus 1, eh bien, ça peut être parfois frustrant. Mais dès lors que vous en avez 2 de ces Dreadnoughts à plasma, là, ça devient vraiment terrible. Donc, le Redemptor, toutes les variantes sont cool. Vous pouvez faire le petit exercice, démonter l'arme de tir principale. Honnêtement, c'est pas bien compliqué. Le kit, il aurait pu vous offrir ça sur un plateau, c'est-à-dire que comme on en voit chez certains Dreadnought Forge World, par exemple, quand vous achetez un gros Dreadnought Forge World Custodes, comme le Télémon, il y a des petites empreintes pour aimants. C'est glorieux. On aurait tout à fait voulu voir ça sur le kit de Redemptor. Donc, on peut le faire nous-mêmes, mais il va falloir jouer un petit peu de la perceuse à main et du scalpel. Et je vous recommande de mettre des aimants plutôt gros sur ce type de châssis. Franchement, du 5 mm, ça me paraît très cool. Donc, le Redemptor, très bon, sans surprise. Tout le monde le joue, tout le monde le trouve excellent. Il a un charisme de dingue. Ce gros plasma va vous permettre de faire un petit ESL à l'aéro de toute beauté. Le Redemptor, mangez-en, c'est très bon. On s'intéresse ensuite à la variante dédiée au tir. Donc cette variante qui s'appelle le Ballistus, qui est apparue dans la nouvelle boîte Léviathan en V10. Ce nouveau kit, moi la première fois que je l'ai vu, j'ai fait mais
pas terrible, quoi. Pas terrible parce qu'on parle d'un Dreadnought, qui n'a pas de bras. Alors, est-ce que c'est un hommage un peu camouflé à l'ancienne variante de Dreadnought Firstborn, donc il y avait exactement le même look, hein, c'est-à-dire il n'avait pas de bras, il avait juste ses armes directement collées à son châssis. Pourquoi pas? Est-ce que c'est un petit hommage qu'ils ont voulu faire chez Game Workshop? Mais quand je l'ai vu pour la première fois, ce Dreadnought, j'étais pas très fan. Mais une fois que je l'ai eu dans les mains, que j'ai commencé à le peindre en Ravengard et que je lui ai mis des OSL verts un peu glauques partout, je l'ai trouvé assez sexy finalement. Donc, il a franchement quand même moins de charisme que sa variante Redemptor, mais il demeure tout à fait sympa. Donc c'est un kit easy to build. Et là, Game Workshop, allez, un petit carton rouge Game Workshop, parce que ce Dreadnought easy to build, vous l'avez sorti ensuite au détail, mais sans en améliorer les pièces. Donc on est toujours sur un kit easy to build et qui est vendu à un prix fou. Il me semble que c'est 55 euros. 55 euros pour une machine de guerre easy to build, c'est vraiment de la merde. Vous auriez pu faire un effort, franchement, à proposer un kit de balistus qui regroupe, pourquoi pas, plusieurs types d'armes différents. Mais ce n'est pas le cas du tout. Il faudra se contenter de ce kit easy to build. Donc clairement, j'en ai eu un avec la boîte Léviathan. Je n'en rachèterai certainement pas un autre qui sera rigoureusement identique. Je n'ai vraiment pas envie de peindre deux fois exactement le même Dreadnought. Donc pour varier les plaisirs, on peut se rabattre sur quelques kits de conversion néanmoins pour le rendre un petit peu plus swag. Donc ce Ballistude Dreadnought, donc il a exactement le même châssis que le Redemptor. Cependant, en cliquant sur la petite case habileté, on s'attendait à retrouver cette réduction des dégâts de 1. Non. Non, celui-là, il ne l'a pas. Ce Dreadnought Ballistus n'a pas la réduction des dégâts de 1, ce qui le rend beaucoup plus sensible à la saturation. Et donc, un ennemi qui, par exemple, vous envoie une sauce d'armes de tir de dégâts 2, cette fois, avec un peu de chance, il pourra vous avoir. Tandis que le Redemptor, clairement, était plus ou moins immunisé face à ça. Non, là, le Ballistus, que l'on se fasse saturer la gueule de bolter lourd ou de toute autre arme à dégâts 2, ou qu'on reçoive une charge faite de gantelets énergétiques à dégâts 2, ça va lui faire mal. Il ne va pas diviser ses dégâts 2 par 2, et donc sur les armes anti-char full patate, vous n'avez pas de réduction des dégâts possible. Donc cette absence de réduction de dégâts, elle est assez difficile à expliquer, parce que tout simplement en termes de figurines, on est vraiment exactement sur le même châssis. Donc ça a été un petit peu la surprise pour tout le monde, ce truc-là. On s'attendait à ce que tous les châssis Dreadnought Primaris aient le même profil ou du moins cette même règle spéciale qui réduisait les dégâts de 1. Ce n'est pas le cas, il faut faire 100, mais par contre, ce Dreadnought Ballistus est bien moins cher en points que son grand frère Redemptor, car ici on parle d'un châssis à 140 points. Donc 140 points, c'est vraiment pas grand-chose, c'est 140 points, généralement c'est le coût d'une petite unité d'élite à 5 bonhommes. Donc ici, vous avez un gros Dreadnought. Donc un Dreadnought qui clairement a sa place en fond de map, parce que ses armes de tir ont une excellente portée, tout tire à 48, et ces armes de tir, lesquelles sont-elles? C'est un Ballistus Las Cannon, donc c'est un double canon laser. Cependant, il n'est pas jumelé. Là aussi, petite surprise, parce que clairement, sur la figurine, on voit bien qu'il y a deux tuyaux, quoi. Pour nous, c'est censé être jumelé, ça. Donc, c'est deux canons laser, tout simplement. Force 12, PA-3. Dégâts D6 plus 1, donc une portée de 48. Donc on est sur le modèle actuel d'arme anti-char qui peut s'attaquer à tout, absolument tout, et donc qui blessera sur du 4 les blindés les plus lourds du jeu. D'autre part, on a aussi le Ballistus Missile Launcher qui cette fois vous propose deux types de munitions, donc comme d'hab, crack ou frag. Le frag est plutôt pas mal avec une capacité blast qui sature à 2d6, force 5, PA0,
dégâts 1. Voilà, une grosse sauce de lance-missile force 5, c'est toujours sympa pour se défaire d'une horde de Thermagant. Et d'autre part, la munition crack, qui cette fois est plus dédiée véhicule léger, avec 2 attaques, force 10, PA-2, dégâts D6. Donc ce balistus, oui, naturellement, on retrouve toujours les petits bolters de téton. Donc ce balistus, il est vraiment pas mal. Il vous offre 2 profils d'armes différents. Une qui va s'attaquer clairement à du lourd et l'autre à des véhicules plus légers. Ou, pourquoi pas, saturer une petite masse d'infanterie. Et la règle spéciale de ce petit balistus, c'est que dès lors que vous allez cibler une unité toute neuve, ou du moins qui n'ait pas perdu moins de la moitié de ses points de vie, donc une unité toute neuve, vous allez avoir une reroll des hits. Donc une reroll des hits en Space Marine, c'est très intéressant car ça va rendre cette unité indépendante du serment de l'instant. Donc ça va vous donner le choix entre plusieurs cibles optimisé quelque part. Donc lui, il a besoin de personne, il n'a pas besoin de serment de l'instant pour se montrer menaçant. Cette reroll des hits, nous sommes contents de l'avoir car en tout et pour tout, en profil d'armes anti-char avec le lance-missile, vous n'aurez que 4 tirs. Donc 4 tirs, c'est facilement foirable dès lors qu'on lance 4 dés. Et vous allez être content d'avoir cette petite reroll hit qui va vous permettre de fiabiliser tout ça. Et donc, ce type de règle spéciale, on le retrouve à plusieurs reprises dans le jeu. Et donc, en Space Marine, c'est une petite source de combos sympa, car ce balistus, il est fait pour tirer sur des unités toutes neuves chez l'ennemi, et tandis que vous allez trouver d'autres entrées, d'autres datasheets comme le Repulsor Executioner, qui lui va avoir accès à sa full reroll des hits dès lors qu'il cible une unité déjà abîmée, donc déjà blessée. Donc ces 2 petits châssis que je joue en tandem en Ravenguard, par exemple, Balistus et Executioner, ils sont serment de l'instant indépendants et à eux deux, ils combotent très bien. C'est que si vous avez quelque chose de gros en face de vous, vous l'entamez avec le Balistus, reroll hit, et si vous le blessez convenablement, vous prenez le relais avec l'exécutioner qui va également reroll les hits. Tandis que de l'autre côté de la table, vous aurez jeté le serment de l'instant sur quelque chose d'autre. Donc ça, c'est très sympa à comboter. Ces 2 unités-là se complètent à merveille. Et concernant le balistus, il est globalement bon. Il n'y a pas grand-chose finalement à en redire. Il dispose de peu de tirs, mais il n'est pas bien cher en points. En plus, il va avoir tendance à rester fond de map. Donc, fond de map, on se démerde toujours pour avoir le couvert. C'est toujours 12 points de vie, endurance 10, save à 1. Pour l'adversaire, pour tuer ce petit mec-là, il va falloir venir le chercher. Cependant, il est un peu plus fragile, mais bon, son coup en points reflète exactement ça. C'est un Dreadnought un peu plus fragile, qui tire bien, qui reste en fond de map. Moi, par exemple, en Ravenguard, je suis content de l'avoir en fond de map car il profite en plus de mes petits bonus de couvert. Donc, un petit -1 hit, c'est toujours bien lorsque l'adversaire cible un Dreadnought. Donc, vraiment, le balistus, très bien. Est-ce que celui-là, on va avoir envie de le jouer en plusieurs exemplaires ? Pour ma part, non, parce que le kit est tout simplement trop pauvre et je n'ai pas envie d'en monter un supplémentaire. On pourrait imaginer appliquer quelques conversions, mais franchement, voilà, je pense que ce Dreadnought-là, parmi les 3 qui nous sont proposés à l'heure actuelle, c'est le moins sexy en termes de look. Cependant, je l'aime bien, néanmoins, sous les couleurs de ma petite Ravenguard, je trouve que ça lui va à ravir. Continuons avec la dernière version de ce châssis Dreadnought Primaris qui est le Brutalis. Donc le Brutalis, lui, il ajoute une grosse dose de swag car il a 2 énormes points. Donc c'est la variante de corps à corps, mais pas que. Pas que, parce que ce petit animal dispose également d'une batterie de petits tirs, ma foi, assez solide. Donc, comment il se place en termes de coût en points, ce Brutalis ? Il est quand même à 175 points. Donc, ça reste 35 points de moins qu'un Redemptor. Et pourquoi ? Parce que lui non plus n'a pas la réduction des dégâts de 1. Donc là, ça pose
un peu plus problème. Parce que ce petit mec-là, eh bien, il a une seule et unique vocation, c'est foncer dans le tas. Donc ça veut dire s'exposer, ça veut dire s'exposer au feu ennemi, ça veut dire s'exposer à ces unités de corps à corps les plus dangereuses. Eh bien, ne pas avoir la réduction des dégâts de 1 sur ce châssis Brutalis, c'est un problème. D'autant que le kit qui nous est proposé eh bien, dispose de plaques de blindage supplémentaires. Donc, quelque part dans toute la famille des Dreadnought, c'est lui qui a l'air le plus tanky. Eh bien, non, il n'y a pas cette réduction des dégâts de 1. Est-ce que ça le rend injouable? Non, clairement pas. Mais en tout cas, ça diminue fortement ses chances de survie, on va pas se mentir. Cependant, il est tellement cool qu'on a envie de le jouer. J'ai quand même une petite réserve au niveau du kit, c'est que je trouve que les armes de tir sont un peu disgracieuses. Les armes de téton, cette fois, font place à des armes lourdes et il y a une petite tourelle de batterie de mitrailleuse sur son capot avant qui est un peu disgracieuse. Je trouve voilà qu'avec ces deux énormes points de combat, on aurait voulu rester sur quelque chose d'épuré, voilà, typiquement des Stormbolters ou des armes qui sortent pas trop, on va dire, du châssis. Là, ça bique un peu de partout quand même. C'est pas hyper esthétique, ces bolters lourds en téton ou ces multifuseurs en téton. Et surtout, en fait, cette petite tourelle de mitrailleuse Iron Hell sur le capot, c'est pas forcément de bon goût. J'aurais préféré un tout bête petit lance-missile Icarus. Je trouve que ça aurait été plus esthétique. Néanmoins, le kit est très chouette, très chouette. Le simple fait d'avoir un Dreadnought avec deux énormes points de combat, c'est toujours assez sympa. Donc, son rôle, c'est le corps à corps. Eh bien, parlons corps à corps, justement. Il y a deux profils différents d'armes qui s'offrent à vous. Donc, d'une part, les poings de Dreadnought et d'autre part les griffes de Dreadnought. Donc ces armes ont exactement le même profil de base, c'est juste qu'elles vont passer par rapport à un Rédemptor de 5 attaques à 6 et que ces armes, eh bien, elles vont être jumelées. Donc une force 12 avec reroll des blesses, autant vous dire que vous êtes sur quelque chose de très stable. Finalement, la seule différence entre ces deux armes, c'est que les points vont vous accorder quelques petits tirs en plus. Il y a des bolters montés sur le châssis. Et les griffes, quant à elles, elles se passent d'armes de tir, mais vous offrent deux types d'attaques différents, donc deux types de profils. Et donc, il y a un profil qui est plus dédié à s'attaquer à la masse. C'est qu'on va passer de 6 attaques à 10, mais où cette fois, on ne tapera plus que force 7, dégâts 1. Donc, à mon sens, ce profil d'arme à griffes de saturation est assez inutile. Notre Brutalis, on va le faire foncer clairement pas dans de la piétaille, on va le faire foncer vers des unités d'infanterie lourde. Ce petit Tartampion Sature à dégâts 3, on va pas donner de la confiture au cochon et on va pas s'amuser à charger des gardiens Eldar ou des Poxwalkers. On veut charger dans du blindé ennemi, dans du Terminator, dans des trucs très lourds. Donc moi je préfère la variante point. En plus, je trouve qu'elle est plus stylée, elle est plus massive. Donc voilà, je vais en rester sur cette variante à points qui, en plus, eh bien, vous offre quelques petits tirs supplémentaires. Donc parlons des tirs. Donc les bolters inclus dans les points, ce sont des Brutalis Bolt Rifles. Donc ils sont également jumelés et ils tirent 4 bolts APA-1. Donc ça, on est tout à fait content de l'avoir. 4 petits tirs avec une reroll des blesses, c'est très cool. La mitraillette un peu disgracieuse sur le capot, eh bien, elle est pas mal du tout car donc c'est une Iron Hell jumelée qui va faire 3 tirs mais Rapid Fire 3. Donc 6 tirs dès lors qu'on est à courte portée. Donc on a tout à fait vocation à aller à courte portée avec ce petit Brutalis. Et donc, ça va vous faire 6 tirs de force 4, PA 0 et jumelé avec également un petit mot-clé anti-fly à 4. Donc, même si vous ciblez de l'aérodine un peu costaud ou on va dire du blindé léger volant, vous allez le blesser à 4. Donc ça, on est tout à fait content de l'avoir. Et concernant les armes de téton, vous allez avoir le choix entre du Heavy Bolter et du Multi-Melta. Naturellement, on va plutôt aller sur du multi-melta. Donc ça, c'est un peu la faille du Wargear gratos. C'est qu'on va avoir tendance à choisir ce qui est le plus puissant. Mais bon, ici, avec 2 tirs, 2 fuseurs jumelés, franchement, on est content de l'avoir avec une portée de 18. Donc il faudra être
assez proche pour pouvoir disposer de la fonction fusion, mais bien, on ne perd pas de vue que tous ces tirs, vous allez pouvoir vous en servir au corps à corps. Il n'y a pas de profil d'arme à blast. Et donc, si vous êtes embourbé face à du gros Terminator du chaos, vous serez tout à fait content de fumer vos 2 petits tirs de multifuseur à bout portant. Ça peut souvent faire un mort, ces choses-là. À D6+2, naturellement, ça fait un mort automatiquement. Donc très sympa. C'est un Dreadnought de corps à corps, mais qui est quand même une batterie d'armes de tir tout à fait convenable. Mais bon, on va pas se mentir, son but à lui, c'est d'arriver au CAC. Et bon, même si son profil, sans la réduction des dégâts de 1, va faire que, il y aura des parties où le mec n'arrivera tout simplement pas au CAC, il va se faire fumer avant. Mais, admettons que vous y arriviez, ce Brutalis, il plaisante pas beaucoup. Naturellement, ces armes de poing avec une force 12 sont un encouragement au tank choc, donc ça va faire de 4 à 6 mortels, tout ça. Et d'autre part, sa règle spéciale qui s'appelle Brutalis Charge vous permet de lancer un petit dé. Dès lors que vous avez fini votre mouvement de charge, vous lancez un dé. Si vous faites un 1, vous pouvez pleurer. Si vous faites un 2 ou un 3, l'ennemi souffre des 3 mortels. Sur un 4 ou 5, c'est 3 mortels. Et sur un 6, c'est D3 plus 3 mortels. Donc on peut s'imaginer qu'avec beaucoup de chance, avec un tank choc qui réussit bien, on dit 6 mortels, et en faisant un petit 6, vous en êtes à pas loin de 12 mortels. Donc ce petit gars, potentiellement, je pense qu'un Brutalis qui charge avec un tank choc, très facilement, il va enlever de 2 à 3 Terminators. Ce n'est quand même pas rien. Et derrière, naturellement, il vous reste 6 énormes gros coups de tatane à dégâts 3. Donc vraiment, ce Brutalis, dès lors qu'il arrive au corps à corps, il ne plaisante pas du tout. Et c'est un excellent candidat pour détruire soit de l'infanterie lourde très facilement, infanterie qu'il va blesser à 2 avec un profil jumelé, ou si vous l'emmenez directement dans un profil type Land Raider du chaos, vous allez lui coller un paquet de mortels à ce Land Raider, et d'autre part, vous allez le blesser à 4 reroll à coup de dégâts 3. Franchement, avec ce type de profil, 16 PV en face, ça peut partir très vite. Donc le problème du Brutalis, franchement, il est brutal, il est tout ce qu'on aime, il a tout à fait sa place dans cette nouvelle rubrique Brutal Hammer. Le petit défi, c'est tout simplement que avant qu'il arrive au corps à corps, il doit survivre sans sa petite réduction des dégâts de 1. Il garde néanmoins pour lui son excellente armure à 2+, mais vous allez le projeter, et quand on projette quelque chose, généralement ça va être plutôt difficile de garder le couvert durant toute la course. Donc voilà, franchement, cette petite famille, elle est tout à fait délicieuse. Donc ce sont des châssis que vous pouvez jouer, vous pouvez en jouer 3 de chaque. On peut très bien faire une liste complètement broken avec 3 Ballistus, 3 Redemptor et 3 Brutalis. Je pense qu'avec quelques tech marines de ci, de là, ça peut être rigolo comme tout. Néanmoins, ça va pas être très rigolo pour l'adversaire qui va bien avoir du mal à se défaire de tout ça. Donc franchement, cette famille de Dreadnought Primaris, on en veut clairement, quoi. Il y a quand même un petit peu ce regret qui est qu'on ne retrouve pas la réduction des dégâts de 1 partout, mais si vraiment c'était le cas, je pense que tous ces Dreadnoughts seraient affichés à des coups en points. En gros, ils seraient tous à 200 points, quoi. Là, on est quand même content de trouver du Ballistus pas cher, de trouver du Brutalist pas trop cher non plus. Voilà, ça nous permet quand même de varier les plaisirs, mais clairement, le but pour l'ennemi, le plus gros danger sera les Redemptors. Je pense que les autres, il aura beaucoup moins de mal à s'en défaire. Mais bon, voilà, on a 3 variantes différentes. On a vraiment des kits assez géniaux. En termes de peinture, on peut se lâcher, quel que soit le chapitre que l'on ait choisi. La peinture d'un Dreadnought Redemptor, par exemple, c'est toujours un grand moment, même si on passe beaucoup de temps à peindre toutes les parties métalliques. Ça, c'est un petit peu l'enfer. Le pot de Noon Oil baisse généralement de 1 cm lorsqu'on peint ces petits mecs-là. Mais franchement, quel que soit le chapitre qu'on ait choisi,
Voilà, c'est toujours un grand plaisir de jouer du Dreadnought. Si vous avez une armée qui est spécialisée dans le tir, le Ballistus sera un très bon choix. Si vous avez une armée de corps à corps, le Brutalis est très bon. Enfin, on imagine en Blood Angel, hein, un Brutalis qui charge, il tape à force 14, quoi. Donc là, ça devient du délire assez total. On lui rajoute des attaques en plus, donc ça, c'est vraiment très bien. Bref, tout est bon dans le Dreadnought. Je pense que c'est difficile à l'heure actuelle de sortir une armée SM qui n'en regroupe pas au moins deux, quelle que soit la variante que l'on ait choisie. Voilà, ça fait partie des blindés les plus stylés dont on dispose. Naturellement, si vous le couplez par exemple avec des Land Raiders, des Gladiators, des Repulsors, là voilà, ça devient vraiment Panzer Division Space Marine. C'est vraiment un régal de jouer ce type de châssis. On n'est jamais déçu. On peut être déçu si on se les fait fumer trop vite. Eh bien, justement, pour ne pas se les faire fumer trop vite, il faut en jouer au moins deux. Je pense que c'est la condition sine qua non pour prendre du plaisir avec ces nouveaux Dreadnoughts sur la table. Est-ce qu'on en verra d'autres à l'avenir des Dreadnoughts? Honnêtement, je pense que oui. On pourrait très bien imaginer un futur Dreadnought Primaris Compagnie de la Mort. On peut imaginer un Primaris Dreadnought Space Wolf à couvert de runes. Là, ce serait trop bien. Également un Librarian Dreadnought, toujours chez les Blue Angels. Bref, je pense que ce châssis n'a pas dit son dernier mot et qu'il reviendra bientôt hanter les champs de bataille sous des nouveaux aspects. Et on ne peut que s'en réjouir. J'ai franchement hâte de voir une nouvelle variante du Librarian Dreadnought. Ça va être trop bien. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui avec cette petite émission un peu facile. Il y en aura beaucoup, je pense, à venir. Brutal Hammer est une rubrique qui va regrouper tout ce qu'il y a de plus fort, tout ce qu'il y a de plus stylé, tout ce qu'il y a de plus impactant sur une table de jeu. Ce premier candidat, Dreadnought Primaris, je pense qu'il s'est imposé de lui-même. On le voit partout et on le voit partout pour une bonne raison. C'est juste qu'il est excellent. Donc voilà, achetez-en, mangez-en, peignez-en, jouez-en, faites-en ce que vous voulez. Mais il vous faut du Dreadnought. Le Dreadnought rend la vie meilleure. Sur ce, je vous dis à plus tard. Passez un excellent week-end. Pour moi, là, c'est le week-end, donc je ne peux que vous souhaiter ça. Et gros bisous et à plus tard sur Rural Fucking Hammer.